sur la 2 vous est offert par 1xBet. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. You are welcome. Africa. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, ce piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la sortie de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Antoine Sport, numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. Orange Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Lions. Orange. L'exploit de la Guinée équatoriale, c'est l'information majeure du soir. Le Zano national qui a créé la surprise en venant à bout du champion en titre. Le petit poussé a eu raison du grand. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Coupe sur la 2 en direct sur Canada International. L'heure est venue de débriefer la rencontre du jour et surtout de se projeter sur la rencontre de demain avec des zooms, des insights, les dernières actus de Bafoussam et autres et surtout les Lions indomptables du Cameroun avec ce match à venir face au Cap-Vert. Et pour en parler ce soir, nous avons deux invités triés sur le volet. L'un est venu au Cameroun pour cette CAN, accrédité pour le compte de AFP, qu'on connaissait très bien. C'est Emmanuel Baranguet. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. En forme? Très en forme. Et vous êtes aux couleurs d'un club local, El Royal de la Ménois. Ça, c'est aux couleurs du Pacha. Ça, hein? Vous connaissez ce club? Oui, moi j'ai grandi au Cameroun. Alors je suis venu pour ramener le plus de maillots possible. D'accord. Vous avez votre canne à jouer aussi, la canne des Voilà. Ah, pourquoi pas. Allez, autre journaliste de sport également ce soir, lui, il est très affûté pour voir ce que les autres ne perçoivent pas facilement. Hugo Bossequin est avec nous. Bonsoir Hugo. Oui, bonsoir Maxime et bonsoir justement à Emmanuel Baranguet que j'ai le plaisir de rencontrer ici sur ce plateau parce que lorsqu'il signait, je me rappelle souvent lorsque je disais souvent c'est dépêche et je ne savais même pas que c'est lui qui signait et je suis content de le voir ici physiquement ce soir et justement je connais bien son amour pour les clubs locaux et j'ai tellement entendu parler de lui et je suis content de partager un plateau ce soir. Il va me dire pourquoi, bon j'espère qu'il va me dire ici à ce plateau un jour pourquoi, peut-être même à Nof, pourquoi est-ce qu'il a cet amour et je salue justement Olivier Dogmo qui est un confrère, qui est justement un journaliste originaire de la région de Tchang,
qui sera content justement lorsqu'il va voir cette image avec Emmanuel Barangué sous le maillot des Aigles de la Bénin. Ouais, il a même fait justement un article après avoir vu Emmanuel avec son maillot lors des débuts de cette compétition. C'est également grâce à ce à quoi sert la CAN. C'est un brassage des communautés et autres. Donc c'est une grande fête du football africain. Allons donc sur le plus important avec ces images de l'espoir du soir. Nos voisins équato-guinéens ont créé la grande surprise de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur, victoire 1-0, mais que ce fut dur pour le Zalande qui a dû tenir jusqu'au bout, mais qui a crânement joué sa chance. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire au terme de cette rencontre, Hugo Boussé? Qu'est-ce qui vous a marqué concrètement dans cette équipe emmenée par le coach Juan Micha? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord le courage de ces garçons. C'est le courage de mettre une organisation défensive pour prendre à déroute justement la machine offensive des Fennecs. Parce que lorsque vous avez eu à voir, si vous avez bel et bien remarqué, observez bien un peu comment un peu se passait un peu le mouvement, le comportement des joueurs du Zalande pendant que l'Algérie avait le ballon. Ce que j'ai remarqué, surtout en premier mi-temps, lorsque il y avait une préparation de Benasser, parce que Benasser était le joueur qui impulsait le jeu du côté de l'Algérie. Lorsqu'il avait le ballon, observez bien comment est-ce que ça se passait au moment où on resserrait les lignes. Il y avait un resserrement des lignes vraiment qui a été très bien exécuté du côté du Zalande national. Remarquez bien, on amenait tous les joueurs du Zalande à jouer sur les côtés. On les obligeait à jouer sur les côtés avec Ben Saounid et Delaïli. Et comment ça s'appelle comment je dis le nom du joueur de Manchester City? Non, le joueur de Manchester City. Mahrez. S'il y a un nom que je dois oublier, c'est ce nom. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je dis bien que, remarquez bien, ils s'arrangeaient à ce que, dans l'organisation défensive, ils orientaient les attaques sur les côtés afin de rendre Mahrez impuissant. Et Mahrez avait toujours besoin d'un appui ou d'un soutien à chaque fois quand il voulait passer. Même comme, je vous assure, il a créé des problèmes vraiment au latéral gauche qui était généralement son visage. Il lui a créé aussi des soucis. Mais observez bien, lorsque Mahrez était toujours obligé de ressortir pour revenir vers l'entrée de la surface afin de trouver toujours un angle de tir. Et justement, au niveau de l'organisation défensive, on ne lui permettait pas cette possibilité d'enrouler toujours le ballon parce qu'il cherchait toujours à enrouler. Avec son pied gauche. Avec son pied gauche. Justement, la réalisation va nous proposer ce but équato-guinéen inscrit à la 70e minute de jeu par Esteban Obiang. Emmanuel Barangué, vous vous attendiez à tout sauf à ce résultat quand même ce soir. Ah oui, vraiment c'est une très très grosse surprise. Mais moi je n'ai eu Dieu que pour Iban Edo Salvador. Ouais, le meneur, celui qui a les cheveux teints en rose, il a simulé, il a stimulé, il a râlé, il a passé, il a taclé. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était le Thiago Motta équato-guinéen. Il a crevé l'écran. Mais quand on voit le jeu qui m'a marqué côté, c'est Bikoro. Parce que Bikoro, exactement, il était là justement pour contrer. Parce qu'il était à la sortie de balle côté équato-guinéen. Mais en même temps, non, il n'était pas à la sortie de balle, il était justement le sommet de la base. Mais il était beaucoup plus là pour empêcher de tuer. Il tuait la sauce qui était bien lancée. Ouais, Federico Bikoro. Il a même pris un carton jaune à la 43e minute. Ce carton jaune, c'était un carton jaune tactique. Et je suis sûr, je ne suis pas dans le groupe, je ne suis pas dans la tanière équato-guinéenne, mais je suis sûr que ce carton rouge était prévu dans la tactique. Ce carton jaune était justement prévu parce qu'il fallait tuer la sauce pour ne pas alimenter assez les joueurs sur le côté, les joueurs de côté, parce que c'était justement ça la sauce. Parce que s'il y a trois équipes ici qui ont misé les forces sur le côté. Il s'agit du Cameroun, du Sénégal, de l'Algérie et du Maroc. Non, j'ai 4 équipes. Voilà, les 4 équipes qui sont très fortes sur le côté. Et je peux vous rassurer que ceux qui ne jouent pas avec ces équipes-là sont en train d'étudier cela pour tuer la sauce. Et je peux vous rassurer que ce match du Zalande est un match référence au niveau de l'organisation défensive. Alors, voyons un peu ce but. On a vu quand même, ça a été bien construit. Les Équato-Guinéens ont essayé de passer sur les côtés. Oui. Et sur un énième centre, Obiang se retrouve seul au deuxième poteau. On a dit que les Algériens ont été fatigués par les multiples actions qu'ils ont fait côté équato-guinéen et qui n'ont pas réussi et puis ils se sont laissés découvrir derrière sur cette ouverture jusqu'à la 70e minute. Moi, je pense surtout qu'ils n'ont pas assez compté sur leur jeu collectif. Ils ont joué trop individuellement. Ils ont eu le complexe de supériorité du champion d'Afrique. Ils sont trop nombreux à avoir pensé qu'ils allaient trouver la solution tout seuls
et il fallait pas. On les avait vus beaucoup râler. Belmadi s'est énormément agité sur son banc. Ils auraient dû, avec plus de patience, se dire qu'ils sont supérieurs à la Guinée équatoriale et qu'ils allaient finir par passer. Ouais, il y a quand même un record qui tombe ce soir. On va le voir justement, ce record qui date quand même de plus de 2 ans maintenant. On va le dire ainsi. C'est plus qu'un grand coup marqué par la Guinée équatoriale, puisque le champion non seulement perd son premier match de la compétition, est mis à mal dans son groupe, mais aussi il y a un record qui tombe quand même vieux de 2 ans, 35 matchs d'invincibilité. Il fallait bien que ça s'efface un jour. Et ça s'efface contre on pensait que c'était face à une grande nation, la Guinée équatoriale. Et puis vous rassurer que ça n'arrange pas justement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aurait souhaité être la sélection qui tue ce record. Parce que la Côte d'Ivoire aurait souhaité rencontrer l'Algérie dans les conditions où au niveau du paramètre mental, les joueurs sont un peu endormis et démotivés. Parce que cette défaite que vous voyez, je puis vous rassurer que cette défaite va surmotiver les Fennecs contre les éléphants lors du mois de la 3e journée. Et je puis vous rassurer qu'à ce moment précis, le sélectionneur Baumel est en train de changer, il est en train de modifier sa préparation mentale. Parce que ce qu'il avait prévu comme préparation mentale, c'est de motiver les joueurs en fonction du challenge de tuer ce record. Mais maintenant, ce record n'y est plus. Comment donc motiver donc les éléphants, ces poulains, face à l'Algérie, qui sera revanchable et qui va prendre le risque d'encaisser? Parce que parce que le contexte va changer. Contre la Côte d'Ivoire, Algérie-Côte d'Ivoire, l'Algérie va prendre le risque, n'aura pas peur d'encaisser. C'est ce qu'on doit retenir. L'Algérie va aborder cette rencontre avec un seul point. Par contre, la Côte d'Ivoire va aborder cette rencontre avec 4 points. Donc, une marge confortable quand même de qualification. Donc, c'est-à-dire qu'en cherchant à jouer le nul. Et elle sera tellement embarrassée, soit de jouer le nul, soit d'attaquer. Et je peux vous rassurer que ce jour, le pressing il y aura vraiment un pressing à outrance du côté de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire. Pardon de cette équipe de Guinée équatoriale quand même, qui restait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. Déjà, c'est une belle série. Elle avait réussi à se qualifier in extremis. Sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas passé loin. On va dire que Juan Micha, depuis 3-4 mois qu'il a l'équipe, ce sélectionneur local est en train de faire quelque chose de bien. On va dire que les sélectionneurs locaux ont poussé d'un cran au-dessus au regard de ce match-là, en termes de niveau, en termes d'expertise. Les autres, très souvent boudés par le passé, les sélectionneurs locaux. Oui, ça a beaucoup changé. Là. Il y en a 16 locaux, c'est la première fois. Mais je ne le connaissais pas beaucoup avant, mais en tout cas, c'est sûr, on a vu du bon travail. On a vu une équipe très organisée, très disciplinée et qui a joué sa chance au maximum. C'est aussi pour ça qu'on aime le football. L'Algérie était un petit peu au-dessus, mais ça suffit pas, il faut marquer. Ouais, justement, il faut marquer pour essayer de passer devant. Revenons justement encore sur les images de ce match-là. Incroyable, les occasions manquées par les Fennecs, mais surtout un bon gardien en face pour permettre à la Guinée équatoriale quand même d'espérer lors de ce match-là. Hugo Bossequin, vous qui aurez observé quand même, on a pas mal de bons gardiens depuis le début du tournoi. Bien sûr, le gardien c'est Yalonem, le gardien du Comore, Bouana, le gardien camerounais même, malgré les critiques que j'ai dit un peu partout, et certains analphabètes du foot, je suis un peu surpris de tout ce qu'on dit. Le gardien camerounais, lui-même, André Nana. Mais, malheureusement, on a souvent tendance beaucoup plus à mettre en avant les gardiens qui sont beaucoup plus sollicités. Comme justement à l'image. Juste le gardien guinéen aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il a remplacé au pied levé, parce que c'était pas lui qui était titulaire, c'est qu'il a remplacé au pied levé Phalange. Et parce que c'était pas lui qui devrait jouer cette rencontre, parce qu'il y a eu plusieurs changements que le coach, le sélectionneur a effectué pour cette rencontre. Non seulement il a effectué des changements d'abord d'hommes, mais ce qu'on n'observe pas beaucoup, c'est qu'il a aussi effectué des changements au niveau d'abord des combinaisons. Parce que là, au départ, là, il a aligné un 4-2-3-1. Oui, donc pour essayer de tuer un peu. Non, c'était un 4-3-3. C'était un 4-3-3, mais qui s'est modifié en 4-2-3 lorsqu'il n'avait pas le ballon. C'était comme ça qu'il jouait. Mais ce qui était le plus important, ce sont des combinaisons au moment où son équipe n'avait pas de ballon. Il marque un but sur un coup de pied arrêté et avec un contre favorable, c'est bien. Maintenant, au niveau maintenant de la sollicitation de son gardien,
Parce que vous savez bien que lorsqu'une équipe se crée des occasions, parce que l'Algérie s'est créé des occasions, ça il faut le noter. D'ailleurs, toutes les rencontres de cette journée, des équipes sont créées énormément d'occasions. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, par exemple, par rapport au cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est créée pratiquement 12 occasions. 12 occasions. C'était le cas aussi avec l'Algérie. Mais il y a eu un détail qui s'est passé en la première rencontre, à la première mi-temps de cette rencontre. C'est ce fameux coup franc de Mahrez. Vous savez bien que lors de la CAN de 2019, en demi-finale, Mahrez a marqué ce même coup franc qu'il a raté. Mais ici, ce qui m'a surpris avec ce coup franc, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a opté pour une frappe, pour une feuille morte sur la zone morte. Pourtant, contre le Nigeria, il y a 2 ans, il avait plutôt frappé, parce que, rappelez-vous de ces coups francs, souvent c'est le coup franc qu'on sommes en train de le voir là, à l'écran actuellement, il a opté pour le côté vide, parce qu'il optait pour une feuille morte. Il a évité le champ du gardien. Pourtant, d'habitude, rappelez-vous ces coups francs avec Manchester City, généralement il tire côté gardien. Mais ici, il a fui le champ du gardien, et je ne sais pas trop pourquoi il a opté pour ça. Pourtant, il n'y avait pas assez d'espace. Et cette option était tellement morte, surtout que le mur fait par le gardien, parce que on a souvent tendance à juger souvent les gardiens de but uniquement par les arrêts. Pourtant, il faut aussi le juger par des actions où ils ne font pas les arrêts. Ouais. Et c'est le cas ici. Le placement tout et tout. Parce que ici, lorsqu'il a bien formé son mur, il a mis l'homme de base. Parce que ici, là où il faut se remettre l'homme de base, c'est pas là où il a mis l'homme de base. Il a mis l'homme de base au milieu. C'est ça qui m'a le plus impressionné lorsqu'il a formé son mur. Il a mis les 2 hommes de base au milieu pour amener justement Mahrez à lever le ballon. Puis aussi bien que Mahrez a carrément raté son drop. Ça, si je peux m'exprimer, il a raté carrément son drop. Donc, pour l'Algérie sera obligée donc de sortir le grand coup contre la Côte d'Ivoire. Vraiment le grand coup, hein, avec les Brahimi et consorts, l'Algérie sera vraiment obligée de sortir le grand coup au profit de la Guinée. Et tu as vu qui s'est allongé sur le coup franc, qui s'est sacrifié? Le patron. Oui. C'est un bon patron. Il a dit, vous inquiétez pas, je me mets par terre, moi je vais le faire. Comme Messi avec le Paris Saint-Germain. Et ce joueur tellement marqué, Emmanuel Barangé, tu regardes la rencontre, parce que lorsqu'on suivait le match dans les coulisses, il a tellement attiré l'attention sur ce joueur. Il a tellement. Et vous avez dit que c'est le Thiago Motta de l'équipe. Même lors du match face à la Côte d'Ivoire, lors de la première journée, il était déjà au four moulin. Il était même auteur d'une belle frappe qui aurait pu trouver le cadre quand même en première période. Ce joueur, Edou, très bon joueur. Alors, lorsqu'on a effectué le tirage au sort il y a près de 4 mois maintenant, tout le monde s'arrangeait à dire que ce groupe E allait être survolé par l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Kenini, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, on y reviendra tout à l'heure. Ils sont en train de créer Marc Chamon, en 1982, lors de la CAN 1982, lorsque l'Algérie avait joué la CAN en 1992, lorsque l'Algérie joue cette CAN avec le statut de tenant du titre, l'Algérie est toujours sorti au premier tour. C'est ce que les gens ont oublié. On a bien fait de dire que l'Algérie, mais on a oublié de dire ça en 92. L'Algérie de 1992 a été sortie au premier tour. Dans des groupes de 3, où il y en avait qu'un qui sortait. C'était un groupe de 3. Ça dit que c'était vrai aussi que à l'époque, puis on expérimentait justement la formule de la CAN à 12. Oui. Ça a un peu surpris tout le monde parce qu'un seul match pouvait vous éliminer. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle que l'année qui suivait, la Tunisie, qui était l'organisateur, a été éliminé au premier tour. Donc c'est pas toujours facile. C'est pas souvent facile. Le champion entre dans la compétition, lorsqu'il vient défendre son titre. C'était aussi évident que l'Algérie était éliminée. C'est face éliminé au premier tour en 1992. Parce que souvenez-vous que Rabat Madjer, qui était le métronome de l'équipe, n'était plus là. Il avait pris sa retraite. Ménade, l'avant-centre, n'était plus là. Chérif El Oudjani, qui jouait à l'époque au Racing Club de Lens, n'était plus là. Sans compter encore, il y avait un autre joueur là, dont j'oublie le nom, celui qui avait marqué le deuxième but contre le Nigeria en demi-finale. Lui-même n'était plus là. Le gardien Seba n'était plus là. Il y avait aussi un joueur aussi qui jouait du côté en défense centrale, il n'était plus là. Donc bref, le statut n'y était plus. Et pour revenir encore, vous savez, le statut de tenant du titre n'est pas souvent un statut confortable. Parce que même le Cameroun a été victime de ça en 1990. Rappelez-vous, le Cameroun aborde souvent la CAN 1990 avec le statut de tenant du titre et le Cameroun sort au premier tour. D'accord. on y reviendra donc justement. Donc on retient cette victoire de la Guinée équatoriale, 1-0, qui relance cette Guinée qui avait 0 points après la première journée et qui, avec ses 3 points, passe devant sa victime du jour, quand même. Tout à fait. L'Algérie est dernière. Oui, l'Algérie est dernière du groupe. Ça, c'est l'information mais pas encore à retenir ce soir, déjà au stade de la deuxième journée. Nous sommes toujours dans le groupe E
à Douala, justement. Et puis, on rappelle qu'il y a eu un autre match un peu plus tôt dans la journée, à 17h. On le verra dans quelques secondes et on fera le point avec le classement dans ce groupe E-là. Mais on peut dire que la Guinée équatoriale frappe quand même un grand coup et se positionne pour passer au second tour. On se souvient quand même que la Guinée équatoriale participe pour sa 3e fois à la CAN, la première hors de ses bases, puisqu'à chaque fois, c'est lorsqu'elle a toujours organisé. Eh bien, cette fois, elle a réussi à faire l'espoir. Donc, le match avance là pour ce groupe E. C'était toujours au stade de Japoma. C'était Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Pour ce match-là, la Côte d'Ivoire, après sa victoire inaugurale face à la Guinée équatoriale, avait dans l'occasion de prendre les devants dans ce groupe en signant une nouvelle victoire. C'était une de qualification. Eh bien, c'était pas facile pour les hommes de Patrice Baumel qui vont d'abord rater un penalty par Franck Kessié dans ce match-là. Tranquillement, Franck Kessié, ce penalty manqué là, c'est un spécialiste, non? Ça ne doit pas lui arriver. Mais sauf que ici, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas tiré comme il a souvent l'habitude de tirer. Et regardez bien ce qu'il a fait. Il a voulu faire ce petit stop-là à la Neymar. Et moi, je n'aime pas ce genre de penalty. Parce que Neymar le fait, il a l'habitude de le faire. Il le fait. Oui, les Ivoiriens vont pousser, vont réussir à inscrire le premier but du match par Sébastien Haller, juste en fin de première période. Et bien, enfin, Haller marque dans un match. On attendait depuis l'attaquant de l'Ajax. Oui, superbe match. Non, il a marqué, mais il participe au deuxième but. Si Kessié n'avait pas été si maladroit et Zaya non plus, il aurait fait plusieurs passes décisives. Je trouvais que ça a été le meilleur. Son extérieur, là, est fantastique. Le goal est pris complètement à contre-pied. Totalement à contre-pied. Parce que j'ai l'impression que c'était une frappe ratée. Parce que j'ai l'impression qu'il a trouvé le ballon de l'extérieur. Mais moi, selon mon analyse, selon mon observation, j'ai plutôt l'impression qu'il a voulu frapper. Il a pris le gardien à contre-pied grâce à son extérieur du pied droit. Le gardien a anticipé en fait un coup de pied. Je pense qu'il l'a piégé. Il a vraiment piégé. Il a pris tout son on va dire quoi, sang-froid de buteur quand même. C'était un buteur. Il faut avoir un sang-froid de buteur. Il n'a pas avoir trop servi à l'air dans sa situation favorable. On sait qu'il sait jouer dos au but, mais il est également très bon de la tête, non? Il est bon de la tête, mais le problème qu'il y a là, c'est que vous avez vu lors du match autour du qualificatif pour le dernier tour contre le Cameroun. Et justement, c'est ça qui a constitué son point faible parce que on l'a empêché. Le seul jour-là, le coach Conceição a mis une organisation défensive qui l'empêchait d'avoir les ballons de haut but comme au match aller. Et c'est pour ça que la seule solution qui restait, c'était justement le jeu aérien. Et malheureusement, le jeu aérien n'est pas une garantie. Parce que vous savez, c'est le jeu quand tout est. C'est lorsque le ballon au sol qu'on a les garanties de maîtriser le ballon. En l'air, on n'a vraiment pas de garantie. La preuve en est que le seul ballon qu'il a pu avoir contre le Cameroun, c'était vers la 85e minute. Mais maintenant, aujourd'hui, il a eu cette occasion de but, mais je regrette que cet appel qu'il a eu, je regrette qu'il n'ait pas multiplié ce genre d'appel. C'est vrai que sur le deuxième but, il a été décisif, il a été impliqué au niveau sur le deuxième but. On reviendra sur les actions de Haller. On va continuer de suivre donc l'histoire de ce match, le fil de ce match. La Côte d'Ivoire va à la pause avec l'avantage de score 1-0 grâce à un but de Sébastien Haller à la 25e minute de jeu. C'est une passe justement de l'attaquant Wilfried Zaha. Et puis en seconde période, les Sierra Leonais reviennent grâce à ce somptueux but quand même de Camara qui a réussi à égaliser à un but partout. Il a tout donné sur ce but, Moussa Camara qui n'a pas de club, ça fait 6 mois déjà, et qui a réussi à effacer Bailly. Pour vous, c'est le plus beau but du tournoi pour l'instant en termes d'espoir individuel? Non, le plus beau but du tournoi, c'est celui qu'on a refusé hier à la Guinée-Bissau. Non, en parlant d'un but valide, j'ai dit en termes de but performance individuelle. Du moins, c'est sur au niveau de l'individualité. Et puis, il met pleine puissance. Au niveau de l'individualité, c'est peut-être le plus beau but. Mais moi, pour moi, le plus beau but, c'est le but qui a été inscrit bien après par Nicolas Pepe. Parce que ce but, il a. En une touche. D'abord, en une touche, il reçoit le ballon comme il vient. Et puis, on va le voir, à l'intérieur. Il marque 10 minutes plus tard. Notre ami Nicolas Pepe marque 10 minutes plus tard, bien servi par Sangaré dans une action, on va dire d'école. Sangaré a bien sorti le coup, il a joué en une touche de balle sur ce but ivoirien. Et on s'est dit que sur cette action, après ce but de Nicolas Pepe, l'attaquant d'Arsenal, que la Côte d'Ivoire va dérouler derrière. Restons encore justement sur la Côte d'Ivoire celui-là. À 2 buts à 1, on s'est dit que les jeux sont... Non, honnêtement, la Côte d'Ivoire a déroulé. Parce que ce score est déroulé partout pour un individu qui n'a pas vu cette rencontre. Il peut croire qu'il y a eu équilibre. Il n'y a pas eu équilibre. Non. La Côte d'Ivoire a raté bien plus d'occasions que l'Algérie. Elle en a bien plus. Elle a plus nettement dominé que l'Algérie. Elle a largement dominé.
Mais après le 2-1, elle s'est créé plus d'occasions. Elle s'est créé 6 occasions de but, 6 situations de face à face, carrément. Après ce but. Oui, elle a gâché. C'est pour cela que je dis que ce score, pour celui qui n'a pas vu le match, il peut croire que c'était serré et que la Sierra a mis de la résistance. La preuve est que l'égalisation de la Sierra vient. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un contre son camp. C'est un contre son camp, ce but. Parce qu'il y a une remise de la part de Bayoum. Ça a quand même fait parler quand même sur la toile, hein, ce but égalisateur de la Sierra Leone, parce que le gardien avait tout pour lui, il n'y a pas de suspense. Et il relance tout cela, il relance Steven Kalker. Il ne faut pas beaucoup pour donner un ballon à un tel joueur d'expérience qui a joué à Tottenham, à Westbrook, à Bolton, et qui joue sa première canne, mais il a 29 ans, il a beaucoup d'expérience, Steven Kalker. Il a suivi ce ballon. Ce qui m'a intéressé sur cette action, c'est que malgré le fait que le gardien avait l'occasion, l'opportunité de prendre ce ballon de la main, il a suivi l'action. Pourquoi? Parce que quelque chose lui disait. Il avait cette intention, il a vu le déplacement du gardien, tout portant à croire à travers le déplacement du gardien que ce gardien pouvait se trouver. Il a été jusqu'au boutiste, parce que s'il ne suit pas ce ballon, le gardien. Il ne suit pas ce ballon, le gardien le prend, et le gardien avait une occasion. Et voir les positions, regarder les différents scores enregistrés aujourd'hui dans le groupe E. Merci à nos amis de Griffe de Foot qui nous envoient justement cette mise à jour et le classement justement dans ce groupe E pour voir que rien n'est fait, tout est encore ouvert et que vous ne vous trompez pas, et bien l'Algérie est dernière clairement de ce groupe E en tête. On rappelle la Côte d'Ivoire avec 4 points en 2 sorties, suivi désormais par la Guinée équatoriale qui a, avec sa victoire, a désormais 3 unités, suivi en 3e position par la Sierra Leone et puis la bonne dernière, on le dira, c'est donc l'Algérie. Est-ce qu'on peut justement avoir le point complet de ce tableau du groupe E dans ce classement? On aura prochainement d'ici là. Eh bien, on va poursuivre donc le débrief dans ce programme en parlant du groupe F qui évolue du côté de Limbé où le Mali affrontait donc la Gambie. On voit donc c'est là en image et puis on vient derrière pour débriefer. Prenons un peu tous les pieds, on revient derrière. Ce match entre le Mali et la Gambie, c'était donc un but partout entre les deux formations. On va justement ce match-là. On rappelle que c'est un match où il y a eu que des pénaltys du côté de Limbé. Le Mali avait l'occasion de vraiment faire un grand coup. Et bien, la Gambie de Tom Saintfiet s'est accrochée jusqu'au dernier moment de la partie, Emmanuel. Oui, énorme travail de Tom Saintfiet. C'est un type extrêmement sympathique et il a beaucoup de mérite et c'est les belles histoires de compétition comme celle-là que la Gambie, qui a sa première participation et qui joue tout à fait bien. Et si je puis me permettre, l'ensemble des couleurs short, maillot, chaussettes est très beau.
Ouais, justement pour cette formation. Alors, les Maliens, on va le dire, qui ont donc mené le débat en ouvrant le score assez rapide, en ouvrant le score dans la partie grâce à un pénalty. Beaucoup ont jugé que c'était un pénalty qui été un peu trop léger en quelque sorte. Est-ce que vous avez le même sentiment depuis le début de la CAN, Hugo Boussoken? Il y a eu beaucoup de pénaltys quand même. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu de favoritisme ou bien c'est vraiment des pénaltys mérités? Non, c'est des pénaltys mérités, puisque vous savez maintenant, lorsqu'un tournoi se joue avec la VAR, ça change un peu tout, parce que toute action est checkée. Tout but, là, avec la VAR, tout but est checké. Et ça fait en sorte qu'on a l'occasion de voir. C'est vrai que même avec la VAR, même lorsqu'on check, parfois ça suscite encore d'autres interrogations encore. Mais c'est vrai que chaque journée, je constate qu'il y a vraiment des pénaltys. Et j'ai même l'impression qu'en termes de moyenne, nous sommes en train de battre même les records des pénaltys. Et ces pénaltys sont dus à quoi? Observez bien d'abord le pénalty, la plupart des pénaltys, c'est généralement dû à l'excès d'engagement. Généralement, soit il y a une situation où le dernier défenseur, il y a une situation où le joueur offensif, le porteur du ballon, est en situation d'éliminer le dernier rempart, le dernier défenseur, ou bien l'avant-dernier défenseur, et il est obligé de commettre cette faute. Et malheureusement, j'ai assisté hier à une situation qui m'a un peu choqué avec l'Égypte, lors du mois de l'Égypte d'hier, où j'ai vu une action qui m'a un peu gêné, où on a plombé le ballon dans le cœur de la défense de l'équipe qui jouait contre l'Égypte, je ne sais pas pourquoi le nom ne me revient pas, où il a commis cette fameuse faute de ce joueur, et malheureusement, il a seulement écopé d'un carton jaune. Or, c'était une situation quasiment similaire qui pouvait justement amener l'arbitre à revoir son truc. Mais la plupart des fautes que vous voyez là, ce sont généralement les fautes dues à l'excès d'engagement, et surtout que vous savez, la surface de vérité, c'est une surface vraiment très sensible, et le ballon ne doit pas traîner là, et généralement là, à défaut, généralement, le dernier geste à faire souvent dans le jeu défensif, c'est de faire souvent se jeter, car il n'y a pas d'autre solution. À défaut de se jeter, si on ne trouve pas le ballon, pour au moins trouver le pied. Et c'est pour cela que ça provoque souvent ce genre d'action. Et là, aujourd'hui, c'est deux mains. Les pénaltys de Mali-Gambie, c'est des mains qui ont traîné un petit peu. Oui, les mains qui ont traîné, oui, tout à fait. J'avoue que pour ce match précis, compte tenu, on a eu un souci d'énergie dans le quartier où j'y étais. Je n'ai pas pu voir ce match, mais j'ai vu les résumés. On le verra. Dans tous les cas, on a notre correspondant du côté de Limbé qui nous a fait quand même le point sur cette rencontre. En termes d'animation et autres, il y avait beaucoup de supporters, contrairement à la première journée de l'autre jour. On fait donc le point avec Inès Ndouambala du côté de Limbé qui revient sur ce Gambie-Mali avec un focus particulier sur les supporters dans les gradins dans ce stade-là. On signale aussi que c'est pas disponible, on reviendra dessus tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va parler toujours donc de ce groupe F du côté de Limbé et signaler que la Tunisie derrière a réussi un carton face à la Mauritanie, 4 buts à 0, facile, simplement, on va dire que... Oui, facile. Ils ont été tellement piqués par la défaite à l'aller contre le Mali qu'ils avaient en travers de la gorge, puisqu'ils n'ont pas joué toutes les minutes qu'ils espéraient jouer. Au moins, c'est bien. Ils ont arrêté de râler, ils ont laissé tomber leur réclamation à la CAF, ils se sont mis à jouer, ils ont gagné 4-0. C'est bien mieux comme ça. Et moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cette rencontre, c'est justement le manque d'un peu de maturité de cette équipe de la Mauritanie. Et lorsqu'on voit cette Mauritanie, on sent que cette équipe est vraiment en reconstruction. Et surtout que Didier Gomez Daouza, qui a eu... on a enfin les images de Limbé pour ce premier match de la journée. C'était à 14h. Et on a justement dit qu'il y avait eu 2 pénaltys et qu'on a dû se servir justement de la VAR pour faire appliquer le dernier pénalty du match et l'égalisation de la Gambie en fin de match. Et le Mali était dépité. Oui. Bon, et ici, il s'agit vraiment d'un pénalty qui était vraiment mérité, puisque ici, le bras est décollé du corps. Non seulement le bras est décollé du corps, mais en plus... de Moussa Barro, joueur très connu quand même. Et en plus aussi, là, et selon les arbitres, ils ont un terme quand ils utilisent, ils disent qu'il a grandi le corps, donc c'était normal. Il a la surface. Oui, tout à fait. Allez, on prend le compte rendu de cette rencontre, tel que vécu dans les gradins du stade Omnisport de Nguémé, c'est à Limbé, dans le sud-ouest Cameroun. Tout de suite. C'est un stade omnisport de Nguémé à Limbé, bien garni de supporters maliens et gambiens qui abritait la rencontre de football, comptant pour la 2e journée dans la poule F de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Les deux équipes ont su montrer leur capacité au cours des 90 minutes de jeu. Mali 57e et Gambie 150e sur le rang mondial se séparent sur un score de parité. Il n'y a pas de frustration. Je vous dis, il n'y a pas de grandes équipes. En Afrique, tout le monde est grand, tout le monde est au même niveau. Si les gens sont venus à la Coupe d'Afrique, c'est qu'ils ont mérité leur place. Et donc, quand on est devant des nations, il ne faut pas dire que c'est une petite nation. Il n'y a plus de petites nations, il y a du football. Il faut jouer, vouloir gagner sur le terrain et s'exprimer, surtout jouer, taper sur ses propres. Pour cet élément en direct de Libre, on a pu écouter Magasuba, l'entraîneur en chef de cette sélection du Mali. Donc, contre-performance, un but partout. L'homme du match, c'est un joueur qu'on connaissait très bien. Il évolue en Première Ligue. C'est notre ami Yves Bissouma, le joueur de Brighton and Albion, du côté de l'Angleterre. Très bon milieu de terrain qui est donc élu homme du match de ce Gambie-Mali. Et puis l'autre match, on le disait, les Aigles de Carthage ont été sans pitié pour la Mauritanie. Les Mourabitoun se sont inclinés 0-4. Et l'homme du match n'est nul autre que l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Wabi et Kazri, qui est allé de son doublé dans cette rencontre-là pour la victoire. Et une passe décisive. Oui, une passe décisive. Victoire 4-0, une passe décisive justement dans cette rencontre-là. Retour à Japoma où nos envoyés spéciaux à Douala et Catherine Moukouri ont pu suivre l'un des héros du côté de la Sierra Leone, le gardien de but de la Sierra Leone qui était homme du match lors du premier match face à l'Algérie. Eh bien, la joie des Sierra Leonais, comme s'ils avaient eu 2 victoires dans cette CAN. N'oublions pas, c'est une nation qui n'a pas eu des heures de gloire dans la Coupe d'Afrique des Nations, si ce n'est même la première édition pour nos amis de la Sierra Leone. On regarde un peu ce petit inside hors du stade pour la Sierra Leone. This is not a surprise for me. We have been working for so long and we are together. We take game by game. The next game we play again and we know what will happen next. Donc, on a pu suivre Mohamed Camara, le gardien de cette sélection de la Sierra Leone. La Sierra Leone qui revient après des années quand même dans cette CAN. Elle n'a jamais eu un passage aussi important en faisant des exploits face à 2 belles nations, 2 matchs nuls qui leur permettraient maintenant de se jouer une finale contre la Guinée équatoriale, carrément lors de la 3e et dernière journée. Faisons un peu le bilan de cette 2e journée, après la 2e journée de cette CAN. Aujourd'hui, c'est la fin de la 2e journée. On a déjà joué 24 rencontres dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On a désormais un peu le bilan. Regardons sur ce tableau ce que ça donne après 24 matchs de jouer et dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, regardez bien avec ce bilan sur 24 matchs joués, 41 buts inscrits dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que c'est la 2e CAN à 24 équipes après celle de 2019. Eh bien, Hugo Bossequin, les chiffres ne s'envolent pas pour cette CAN en termes d'efficacité. C'est un peu dur. On est en dessous de 2 buts en moyenne par match. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce qui peut expliquer cela, c'est que, les équipes n'ont pas eu le temps de faire des matchs de préparation. Juste avant le truc, ça veut dire qu'il y a et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'il n'y a pas de match de préparation, souvent pour la majorité des équipes, qu'est-ce qui se passe? La première journée est généralement terne. La première journée est généralement considérée comme le premier match de préparation. Et la 2e journée est considérée comme le 2e match où on est censé atteindre certains pics. Je crois que Claude Laura a aussi fait la même remarque un peu plus tôt. Et c'est pour cela que, si vous avez remarqué, la moyenne de but, cette moyenne de but a grimpé à 1,7. Pourquoi? C'est grâce à l'ensemble des 2e journées. Parce que les premières journées, vous avez remarqué, excepté le match d'ouverture avec le Cameroun et le Burkina Faso, c'est le seul match qui s'est soldé par plus d'un but. Tous les restes des matchs, c'était des scores étriqués. 1 but maxi ou 0-0. Maintenant, c'est à la 2e journée que nous avons vu quand même
une explosion de buts. Tout ça pourquoi? Parce que les deuxièmes matchs, c'était les matchs où les équipes sont censées monter. Et vous allez vous remarquer, lors de la troisième journée, ça va encore monter davantage, puisque la troisième journée est considérée comme justement la boucle pour boucler la phase de préparation, parce qu'il n'y a pas eu des matchs de préparation. Pourquoi? Parce que à ce moment précis, il y aura une phase. La plupart des équipes vont retrouver le jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit que pour ceux qui pensent que l'Algérie est tombée, je vous assure, le match Algérie-Côte d'Ivoire, ça risque d'être un match au moins 4 buts. Alors, Emmanuel Baranguet, 41 buts en 24 matchs après les 2 journées de cette CAN, donc sur 24 rencontres. Ça nous permet de faire un retour dans le passé et de regarder ce qu'avait produit la CAN en Égypte. Il y a 3 ans maintenant, en 2019, eh bien, légère différence, il y avait eu 43 buts en 24 matchs, donc 1,79 buts de moyenne par match, juste à côté de 1,70 buts au Cameroun cette année. Il n'y a pas une très grande différence. Non, il n'y a pas une grande différence. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Hugo, et beaucoup de coachs l'ont dit, il aura manqué les matchs de préparation, donc là, ça servait un petit peu de réglage. Mais je pense qu'il y a autre chose, à part le Nigeria, un petit peu le Cameroun et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les équipes qui mènent 1-0 avaient tendance à s'arrêter de jouer. Le Ghana, ça lui a coûté cher contre le Gabon, par exemple. Le Gabon, ça aurait pu lui coûter cher contre les Comores, et ainsi de suite. Ils avaient tendance à jouer un petit peu trop timoré. Et je pense que la troisième journée, ça va lâcher les chevaux, mais pas seulement parce que la préparation est terminée, parce que maintenant les matchs sont décisifs. Donc il va bien falloir se lâcher un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication aussi? Le niveau des équipes n'a-t-il pas aussi augmenté? Parce qu'en 2019, c'était déjà une CAN à 24 et on n'a pas eu une explosion de buts. On n'a pas eu plus de 2 buts de moyenne après 2 journées de compétition. Non, les deux en 2022, on est presque à la même barre. Non, les deux comptaient, c'est sûr. En 2019, ça s'est joué en juin, au moment où les athlètes, les joueurs sortent de 9 mois de compétition. Donc, ils sont censés se reposer. Et de ce côté, et surtout qu'en Afrique, on n'était pas obligé, on n'était pas habitué à jouer à cette période. Donc, ça peut se comprendre. Mais maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe avec le Cali ici? C'est que, remarquez bien un peu ce qui se passe. La plupart de ces joueurs qui jouent ces matchs sortent des championnats où on joue à l'hiver, à ce moment précis. Puis l'hiver a commencé depuis novembre. Ils sortent les 2 mois d'hiver pour venir retrouver maintenant l'été africain. Il y a un temps d'adaptation qui doit s'opérer. Et vous allez voir vers la fin de la CAN, vous allez voir, il y aura beaucoup de changements au niveau du rythme. Parce que vous avez sorti la stat uniquement des nombres de buts, mais il y a une stat qui m'a tellement intéressé depuis ce matin. Je me suis intéressé à une autre stat. C'est le nombre de rythmes. Le rythme, c'est au niveau du rythme des équipes. Au niveau du cardio, ça équipe les kilomètres parcourus. Actuellement, je vous parle des kilomètres parcourus en moyenne par chaque équipe pour ce tournoi est de 4 km. Elle est contrainte. Ça, c'est lors de la première journée. Mais là, c'est cette journée. Lorsque j'ai lu le document que j'ai eu à échanger avec un entraîneur du côté de l'Hexagone, je me suis rendu compte qu'on est maintenant à 5 km. Ça veut dire que vous voyez à quel point ça commence à monter. Ça vous dit que le corps commence déjà à s'habituer au niveau, avec la nouvelle configuration. Vous avez dû remarquer, il y a un joueur très célèbre qui s'est plaint du fait de jouer à 13h. Sadio Mané. Mais en première ligue, il joue aussi à des heures. Il joue parfois à 13h aussi. Ouais, on va avancer dans ce bilan. Regardez un peu le classement des buteurs après la 2e journée de compétition qui s'est achevée donc ce dimanche. Eh bien, le Camerounais Vincent Boubacar trône en tête sans surprise après avoir claqué ses 2 doublés. Emmanuel Baranguet, il mène la danse et c'est tout bénef de voir que des attaquants marquent. C'était pas le cas réellement lorsque le Cameroun avait gagné la CAN en 2017. Là, dans cette équipe du Cameroun, ce sont plus les défenseurs qui étaient meilleurs buteurs. Comme en 2017, c'était Michael Gadeux avec 2 buts. Mais là, les attaquants ont pris. Mais tu n'as pas pu oublier que Aboubacar Vincent a mis un sacré but aussi en 2017. Ah oui, un but qui vaut peut-être ses cartes d'aujourd'hui. Voilà. Non, c'est bien, les attaquants marqués. Et moi, pourtant, l'action que j'ai préférée d'Aboubacar Vincent, c'est quand ils ont perdu le ballon et qu'il revient lui-même sur la contre-attaque. Alors qu'ils sont à 4 contre 2. J'ai trouvé que ça c'était le patron, c'était le Remley, c'était pour dire à tout le monde attention. Dangereux, on aurait pu encaisser un but sur ce ballon qu'il avait déjà perdu au départ. Il a fait l'effort d'aller récupérer. Et j'ai beaucoup aimé son but de la tête aussi. Il a les abdos. D'accord, il a ce métier. Allez, c'est tout pour le bilan. Après 2 journées dans cette compétition, on va marquer une pause.
Pause publicitaire oblige, et puis on reviendra parler des matchs de demain avec le groupe A pour la 3e journée, Burkina, Cap-Vert. On ira du côté de Bafsam pour les dernières conférences de presse et autres avec Mathieu Fangois. Et on parlait également des fan zones qui nous animent ici à Yaoundé et sur l'étendue du Cameroun. Donc si c'est le cas, on pourra donc faire donc cette pause et venir décrypter un peu ce qui se passe dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Si Tony Conchechao va évidemment faire tourner un tout petit peu face au Cap-Vert. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Coupe Sela 2. Les restrictions sanitaires élevées de la Confédération africaine de football pour prendre place dans les stades de la Coupe d'Afrique des Nations n'ont pas fait que des mécontents. Les supporters et autres fans de foot ont opté pour les fan zones. C'est le cas ici, au Carrefour 10 sous-préfecture de Tinga, à Yaoundé, où une fan zone a élu domicile au grand plaisir des populations et du maire de Yaoundé 2e. Festival culturel, sportif, parce que nous sommes en pleine canne. Il s'agit pour nous de rassembler les fils et les filles de Yaoundé 2 et de tout Yaoundé également pour pouvoir suivre les matchs de la canne ensemble, en bonne ambiance de famille. Vous savez, avec les jauges liées au Covid-19 où les places sont limitées dans les stades, les accès sont limités dans les stades, nous avons réfléchi comment est-ce que nous pourrons également vivre cette canne sur place sans pouvoir souffrir justement des distanciations et des restrictions liées au Covid. Il était dans de bons temps, nous avons mis sur pied cette organisation, la commune de Yaoundé 2e, pour permettre à nos concitoyens de pouvoir célébrer cette fête. C'est d'abord une fête, la fête du foot. Sécurité, nous avons l'accompagnement des forces de maintien de l'ordre. Nous avons également des populations qui sont assez civiques, qui eux-mêmes font les premières mesures de sécurité. Ça veut dire lorsqu'il y a du désordre, nous-mêmes nous sommes les premiers appelés à mettre de l'ordre. Dès 14h, cette fan zone de Tinga reçoit de plus en plus de monde, avec les différentes offres à disposition ici, entre gastronomie, boissons et concerts live. Les fans de foot en ont pour leur argent, au grand plaisir du patron des lieux. Célébrer ces grands événements de la CAN parce qu'on s'est rendu compte depuis la CHAM qu'il y avait beaucoup de difficultés pour certaines populations de se rendre au stade, c'est-à-dire que ce soit les embouteillages, que ce soit au niveau financier, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller au stade pour voir un match. Donc du coup, il m'est venu à l'idée de penser à faire un petit village, au moins pour la commune de Yaoundé 2, qui est la mienne, et de pouvoir permettre à tous ceux qui n'ont pas le moyen d'aller au stade, de célébrer la CAN aussi dans la même ambiance que ceux qui sont au stade, en fait. Donc. Si la CAF et le comité d'organisation ne baissent pas leur niveau de restriction, ce type d'endroit continuera de gagner du terrain jusqu'à la grande finale de la CAN, prévue le 6 février prochain. Dans tous les cas, ceux présents ici ce jour, à la fan zone de Tinga, ne boudent pas leur plaisir. De retour sur le plateau de coupe sur la 2, on va terminer en regardant ces tableaux pour faire le point dans le groupe E et le groupe F. Tout d'abord, le groupe E, on l'a décrypté tout à l'heure pour faire le point et préciser que la Côte d'Ivoire est en tête avec 4 points dans son groupe clairement, mais rien n'est fait. Les Ivoiriens ne sont pas... ils sont au minimum, ils vont terminer à 3e, au pire, on va le dire. Au pire, meilleur 3e, c'est l'Algérie qui se retrouve dans une situation terrible. Il faudra gagner face à la Côte d'Ivoire pour avoir 4 points. De gagner. Ça, c'est bien. Les Ivoiriens. Et que la Guinée équatoriale gagne ou la Sierra Leone match nul. Bon, ça, on va voir, ça sera des cas qui seront terribles. Et puis dans le groupe F, du côté de Limbé, bien, la Tunisie revient bien dans cette compétition grâce à sa large victoire. Le goal d'average va beaucoup compter pour nos amis tunisiens. Est-ce qu'on peut voir justement ce groupe F là, bien sûr, voilà, 4-0. Ils reviennent bien, 4 points à égalité de points avec la Gambie qui l'eût cru. La Gambie est bien positionnée en tête avec le Mali, la Tunisie est 3e. Là également, dernière journée. Contre le Mali. Voilà, ce sera difficile pour eux. Et la Gambie va jouer la Mauritanie. Donc, les deux gros, Mali-Tunisie, vont devoir se jouer avantage aux Maliens qui ont déjà 4 points et qui, grâce à un match nul, peuvent également aisément se qualifier pour le prochain tour. On marque une pause et puis on revient parler donc du groupe du Cameroun. À tout de suite.
source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Naturel, c'est une classe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. Orange Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Alliance. Orange. Deuxième partie de Coupe Sud 2 en direct sur Canada International. Encore 15 à 20 minutes pour vous parler du groupe du Cameroun, le groupe A qui entre en scène demain avec donc la troisième journée. Prenons la direction de Bafoussam où il y a eu la conférence de presse d'avant-match de la rencontre Burkina Faso-Éthiopie. On rappelle que les Burkinabés, les Éthiopiens, visent une qualification de ce côté dans le bas de tableau de ce groupe A. Et notre ami Mathieu Fangwa a suivi pour nous la préparation de ces deux équipes du côté de Bafoussam. Voici son compte rendu. L'enjeu est simple pour l'équipe nationale d'Éthiopie, s'imposer face à une belle équipe du Burkina Faso pour espérer continuer la compétition dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est ensemble ce qu'on retient de la conférence de presse du coach et l'un des joueurs de l'équipe nationale de l'Éthiopie ici à Bangou, au Taguido, où s'est tenue la conférence de presse d'avant-match. Côté Burkina Faso, Issoufa Dayo était devant la presse en compagnie de son sélectionneur. L'objectif, arracher les 3 points de la partie et continuer la compétition dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vous propose d'écouter les temps forts de cette conférence de presse. Just 2 teams that are going direct, and there is also 1 team, like 3 teams, they have the chance to go to the next step. If we win, the next things depend on the other teams also. But the first thing is winning the race. Just going to the next step is depending on the other team results. But for winning the match, you should put first depend on what you have and what you see on the teams.
17h au stade omnisport de Kwekon à Bafoussam pour le match au sommet entre l'Éthiopie et le Burkina Faso. L'objectif est simple, arracher une place pour les huitièmes de finale pour l'une des deux formations. Depuis Bafoussam, au canal de international, je suis Mathieu Fango. Alors, Emmanuel Baranguel, l'équation est simple. Il faut gagner pour l'une des deux équipes, burkinabé ou éthiopiens, doivent l'emporter pour s'éviter beaucoup de calculs, surtout pour les burkinabés. Les Éthiopiens doivent gagner pour espérer finir un meilleur troisième. Oui, surtout les Éthiopiens, mais un troisième à 3 points, je pense qu'il a... Avec son mauvais goal d'average, c'est comme... L'Éthiopie, c'est plus dur, mais à 3 points, on a encore de bonnes chances de passer. Il y aura peut-être des troisièmes à 1 point, des troisièmes à 2 points. Dans le groupe de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, où tout est très serré. Oui, c'est vrai. Donc, non, c'est encore toujours faisable. Je pense que le Burkina Faso est plus fort. L'Éthiopie, on a vu que c'était une équipe qui travaillait bien. On la remercie. D'ailleurs, le coach les a remerciés d'avoir joué le jeu contre le Cameroun. Ils ont quand même un petit peu ouvert les espaces. Ils étaient un petit peu naïfs. Et au moins, on a vu un beau spectacle. Mais il ne me semble pas assez fort pour résister au Burkina. Ouais, justement. Donc, avantage Burkina Faso. Donc, ce lundi à 17h, du côté du stade de Bafoussam, Kwekon, pour être précis, à 17h donc. Même heure que le Cameroun, rappelle que les troisième journée se joue en simultané dans les deux groupes. Et ce sera également le cas pour le match Cap-Vert-Cameroun prévu ce lundi à 17h ici au stade Olembe de Yaoundé. Il y avait conférence de presse d'avant-match aujourd'hui à Olembe. Il y avait dernière séance d'entraînement, dernière répétition avant cette troisième sortie des deux équipes. On rappelle l'enjeu, Cameroun 6 points déjà qualifié mais cherche une première place. Et puis en face, on a nos amis du Cap-Vert qui se remettent d'une courte défaite face au Burkina Faso et qui lorgnent également cette première place. Le film de la journée nous est raconté par André Mirabeau-Mahop et Lucien Ndjakou. Ultime séance d'entraînement pour les requins bleus du Cap-Vert avant d'affronter ce lundi après-midi les Lions indomptables du Cameroun dans leur ultime match de poule dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, dans la tanière, le staff des Lions est évidemment face à un dilemme, celui de choisir entre rôder l'effectif ou alors jouer la carte de la stabilité. Il est possible de permettre à certains joueurs, n'est-ce pas, de se reposer et de tenir compte de ceux qui ont des cartons jaunes. Il est possible qu'il y ait une modification dans l'équipe, mais je crois qu'elle ne sera pas très profonde, compte tenu de l'adversaire. On verra quoi, disons, le niveau d'organisation au niveau compétitif est un peu dilué et nous ne pensons pas que cela soit nécessaire à ce moment. Nous avons déjà une équipe qui gagne et je crois que c'est la meilleure équipe qui sera sélectionnée pour demain. L'objectif est de laver l'affront face à un Cap-Vert dos au mur et surtout garder son fauteuil de leader du groupe et mieux envisager les huitièmes de finale de la compétition. Je pense que si le coach a fait venir, le coach a appelé 28 joueurs, il a fait confiance à tous ces 28 joueurs. Donc ceux qui vont jouer, il n'y a pas de relâchement parce que chacun a sa chance. C'est un match qui peut tout changer. Donc je pense que ceux qui vont jouer demain, c'est la même chose. Ils vont donner à fond pour qu'on puisse terminer premier. Parce qu'on va faire le maximum pour terminer premier et de continuer dans la même dynamique. Le Cameroun va tenter la passe de 3 ce lundi dès 17h à Olembe. Au même moment, Étalon et Antilope s'affrontent sur la pelouse de Kwekon à Bafoussam. André Mirabeau-Mahop, Luciano Ndjakou et Max Chouamo à Olembe pour Canada International. Merci à vous, André Mirabeau-Mahop. Je suis bel et bien à Itoudi. Je suis bel et bien à Itoudi, justement, dans nos studios pour cette émission. On a bien écouté Tony Conchechawa. La question sur va-t-il faire un turnover comme ça se fait de manière classique après 2 belles victoires? Eh bien, il a répondu, ça vous surprend qu'il dise qu'il ne veut pas changer l'équipe qui gagne? Ça ne me surprend pas vraiment, puisqu'il a besoin de rôder cet effectif. Parce que n'oublions pas que l'objectif des matchs, ce n'est pas seulement pour donner un temps de jeu individuel aux joueurs, mais c'est aussi pour travailler un certain jeu collectif. Et je vous dis, lors de la première rencontre, il n'y avait pas assez d'automatisme. Mais lors de la deuxième rencontre contre l'Éthiopie, il y a des attaques
attaques rapides, au niveau aussi des attaques placées. Et surtout qu'il affectionne beaucoup plus au jeu sur le côté. Et il a besoin de changements. Il va en faire 3, 4. Il en a fait 3 entre les 2 premiers matchs. Il va peut-être faire pareil. Il faut que ce 11-là se rôde. Il faut peut-être faire tourner ceux qui ont un carton jaune, ceux qui sont... Je te trouve un peu dur. Je trouve qu'il y a quand même quelques bons joueurs dans cette équipe des Lions. Non, j'ai dit des joueurs de classe internationale. D'accord. Je n'ai pas dit mauvais joueurs. Pas très loin. Il fut une période, on avait quand même des joueurs qui jouaient dans le top 5 des clubs mondiaux du monde. Non, ce n'est plus le cas actuellement. C'est vrai que le Bayern de Munich, c'est le top 5. Mais ce joueur qui joue dans le Bayern de Munich, voilà, il ne porte pas le Bayern. Mais pour revenir, je souhaite répondre à cette question. Vous savez, le coach Conceição, pourquoi est-ce que par le passé, il nous habitue à des changements? Il nous habitue à des changements parce qu'il recherchait quelque chose, parce qu'il voulait imprégner, parce qu'il ne joue pas vers 11 types. Il joue avec pratiquement 14, 16, 11 types. Parce que 11 en réalité tourne autour de 14-16. Et pourquoi est-ce qu'il change? Parce qu'il veut que parce qu'il a une combinaison. Sa combinaison, c'est quoi? C'est que il faut qu'il imprègne un maximum de joueurs de telle sorte que s'il a des blessés, lorsqu'il met ça en place, il se sent concerné par la combinaison qu'il va mettre. Bref, il ne veut pas le genre de joueur que lorsqu'à un moment donné, on fait appel à lui, il ne soit pas concentré. Il ne soit pas concentré. Prends par exemple lui, par exemple. C'est la question. Regardez un peu les chiffres du Cameroun après les 2 premières journées, quand même à la veille de ce match face au Cap-Vert, des chiffres très intéressants. Ça diffère quand même de la dernière CAN en 2019 du côté de l'Égypte. Eh bien, après 2 sorties dans cette CAN, le Cameroun totalise 6 réalisations avec 2 buts encaissés, dont 1 but par match, 2 buts encaissés par match, 3 cartons jaunes concédés, reçus dans cette CAN, 25 tirs tentés, 11 cadrés pour les Camerounais. Oui, mais... On va dire 5,5 en moyenne par match. On s'arrête déjà au niveau de ces stats-là. Emmanuel Baranguel, très intéressant ou pas? Je ne suis pas très fou de stats. Et après avoir dit beaucoup de bien des Lions indomptables, je trouve qu'il y a quand même 2-3 petits défauts. D'abord, les 2 fois, ils ont pris le premier but. Donc, il y a une petite erreur de concentration. Et j'ai beaucoup apprécié le 2e match. Mais vraiment, la défense éthiopienne était d'une naïveté confondante. Sur le 4e but, le crochet que fait Toko Ekambi, ma grand-mère l'a vu dans son fauteuil venir. Et le défenseur est tombé. C'était un peu trop facile quand même. Ça va être un petit peu plus dur en deuxième finale. Ouais, c'est vrai, le 4e bureau, c'était déjà à la rue. Restons toujours sur si Tony Conceição a déjà utilisé 21 joueurs sur les 28 qu'il a à disposition en à peine 2 matchs. Qu'est-ce qui explique ça? J'ai anticipé ça avec la réponse. Ce qui explique ça, c'est qu'il veut sentir tous ces joueurs impliqués dans le jeu. Afin que, parce que le remplacement du premier match, il n'a pas fait les mêmes lors du second match. Il a fait entre d'autres joueurs. Oui. Parce qu'il ne veut pas déséquilibrer son groupe, il ne veut pas ressentir cette... C'est la seule équipe qui a utilisé déjà le plus de joueurs. Hein. Et laissez-moi vous dire qu'il va même utiliser les 28. Ça, il peut vous rassurer qu'il va utiliser. Dans le 4 gardiens mangent pour vous. Parce que c'est ce qui se passe. Le 4 gardiens mangent pour vous. Non, peut-être, non, pas quand même. Au niveau des gardiens, il va s'habiller. Vous l'avez dit presque tous les joueurs de champ. De champ, il voulait pas des joueurs de champ. Maintenant, vous savez, tout à l'heure, Emmanuel a fait allusion au fait qu'on encaisse tellement des buts trop tôt. Mais il y a une stat, on a subi 20 tirs pour 11 cadrés contre nous. Ça veut dire que la défense, à ce niveau, on subit beaucoup quand même. Et il n'en est pas content. Et il a râlé après l'équipe à la mi-temps pour ça. Il a reproché aux attaquants de ne pas faire assez de pressing au départ. Surtout lors de la première journée. Lors de la première journée, il n'y avait pas assez de pression. Parce au niveau du cœur du jeu contre le Burkina Faso, vraiment, c'est pour cela qu'il a fait des changements avec. Il a remis Umgwet, il a remis Choupo-Moting. Parce qu'il y a, contre l'Éthiopie, Choupo-Moting a fluidifié le jeu. On n'a pas fortement commenté, il a fluidifié ce jeu. Il était dans une position de 9,5, 10 à mêlée de jeu. Je vous assure, tous ces ballons qui passaient sur les côtés, vous savez que la source, beaucoup ont fait la remarque, ça nous a permis de jouer au métier, non? Tu aimes jouer sur les côtés, hein? Toi tu es quoi, Jacques? Bien sûr, je suis un Barcelonais, je suis un Pep. Mais je suis un Guadeloupéen. C'est pas s'il a perdu un ballon dans ce match, c'était très compliqué de voir. Il n'a quasiment pas perdu le ballon. Et surtout qu'il avait aussi, il était entouré de un bon relayeur et un bon récupérateur. Et ça l'a beaucoup aidé. Mais le bémol, voici pourquoi est-ce qu'on a subi des tirs. C'est parce que surtout en premier mi-temps, heureusement qu'il corrige bien. Les contrôles de tous nos milieux de terrain se faisaient toujours vers l'arrière. Il y a eu un maximum de passes vers l'arrière. On doit revoir ça. Et des passes ratées. Heureusement, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il a corrigé.
En seconde période, il y avait moins de passes vers l'arrière. C'est pour ça qu'on a marqué tous ces buts que vous voyez là. On a joué en jeu directement. C'est pour ça que quand je dis bien que Tony Corsao corrige bien, je faisais beaucoup plus allusion à ça. Et je vous appuie, vous rassurer que demain, je souhaite qu'on se retrouve peut-être ici après-demain. Demain, vous allez vous rendre compte que demain, les insuffisances qu'il y avait lors des 2 premiers matchs seront réduites pour la rencontre de demain. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission Coupe Sud 2. Retenez le programme de ce lundi, 3e journée de la CAN qui démarre. Dans le groupe A, 17h, Cap-Vert, Cameroun, du côté du stade Olembe de Yaoundé. Et en simultané, à la même heure, on aura un certain Burkina Faso, Éthiopie, au stade Kwekon de Bafoussam. Ce sont les 2 rencontres du jour à 17h pour cette CAN. Ce lundi, on attend beaucoup de monde à Olembe avec les mesures gouvernementales pour permettre aux fonctionnaires d'être au stade à partir de se libérer à partir de 14h pour être au stade et les écoles aussi. Donc on s'attend à avoir à peu près 20 000, 22 000 personnes pour soutenir les Lions indomptables du Cameroun vers une nouvelle victoire dans cette CAN. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à Thierry Camteau, Lionel Kefeu, de nous avoir accompagnés très tard dans la nuit. Merci également à la diffusion du côté de Douala. À toutes nos équipes sur le terrain, on se donne rendez-vous donc ce lundi pour une nouvelle émission. Cette fois, ce sera du côté de Douala pour débriefer donc cette CAN. Ciao, ciao, à la prochaine. Coupe sur la 2 vous est offert par 1xBet. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, ce qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. Green and Orange Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Lions.